Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a pris cette résolution avec 4 piliers, c'est-à-dire de ne plus voir les femmes comme des victimes, mais des agences de changement. Et a pris cette résolution avec les 4 P. La participation des femmes dans les médiations, la protection, surtout dans les zones de guerre, et la prévention qu'il faudrait faire en mettant des lois et des systèmes d'alerte. Et la question du post-conflit et reconstruction, où on a, comme on dit, un agenda pour les femmes et par les femmes. Ça, c'est cette résolution qui mandate pas seulement le Conseil de sécurité, mais également les États membres. Parce que c'est de là pourquoi l'Afrique est concernée. Parce que nous faisons partie du Conseil de sécurité, même si on n'est pas permanent. Donc toutes ces résolutions nous concernent. En tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine, mon mandat sur cette question précise, c'est de faire en sorte que la voix des sans-voix soit entendue par rapport à ces 4 piliers. Donc j'aide les États membres à adopter des programmes et des plans qui parlent de cette résolution, en tout cas à mettre un agenda femmes, paix, sécurité. En quelques mots, c'est pour dire que ces États membres envoient des militaires, par exemple, sur le terrain de maintien de la paix. Est-ce que ces militaires sont formés? Est-ce qu'il y a un code de conduite sur le terrain? Est-ce qu'ils ne vont pas impacter sur les populations négativement? Donc ça, c'est quelques pistes. Maintenant, 19 ans après, l'année prochaine, c'est l'évaluation. Nous sommes à mi-chemin. Je dirais que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, là où on se place. Et j'aime bien être positive. Il est à moitié plein. Parce que quand j'ai commencé ce travail, il y avait 16 États qui avaient un plan. La plupart de ces États, c'était des États qui sortaient des conflits. Par contre, maintenant, il y a des États comme la Namibie, par exemple, pour donner juste un exemple, le Sénégal, qui ne sont pas en guerre, mais qui adoptent ces plans d'action. J'en ai 25 actuellement, qui le mettent dans leur programme de développement, qui l'amènent à l'Assemblée nationale pour que ça soit voté et qui mettent des budgets autour. Parce qu'il y a la prévention, ce n'est pas parce qu'on sort des guerres qu'il faut avoir cette vision pour changer les attitudes, pour changer et également adresser les causes de ces conflits violents, il faut changer une société. Et changer une société, c'est de faire en sorte que la population, que la communauté adhère. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, et il faut avoir un programme d'accompagnement. Il faut avoir aussi les hommes et les femmes pour accompagner cela. Donc mon travail, c'est de le faire. Ce travail-là, on a mesuré des progrès. Comme je vous dis, il y a 25 plans en Afrique, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est la raison. Parce que ce qui manque, on a beau avoir des documents, des plans, c'est la mise en œuvre qui laisse à désirer. Et pour moi, ce que nous venons de faire au niveau de l'Union africaine, c'est de créer un cadre d'évaluation en mettant des indicateurs précis par rapport aux états des plans en disant mais mesurez les progrès et faisons comme on dit name and shame, parce que je produis un rapport annuel sur l'Afrique des 54 États d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait dans ces 4 piliers? Est-ce que vous avez pris des lois? Est-ce que vous avez favorisé la médiation, etc. Donc voilà un petit peu, c'est la mise en œuvre que je vais mesurer avec les États, mais également de dire là où on a des progrès et échanger également les expériences. Ce n'est pas de s'arrêter de voir que tel pays a fait un volet et n'a pas fait un deuxième volet, mais c'est d'échanger entre les pays comment les choses ont pu se régler, d'autant plus que nous avons dans des guerres, comme on avait ces guerres asymétriques qu'il y avait ou internes, etc. Maintenant, c'est des nouveaux défis. C'est des nouveaux défis. C'est des nouvelles guerres, c'est des nouveaux défis. Par exemple, nous avons le terrorisme dans toute la région du Sahel.
Et quelle est l'implication des femmes? Avant, on disait que les femmes sont seulement victimes. Après, on disait qu'on est actrice de paix. Mais nous voyons également des éléments actuellement que les femmes également sont des porteurs de bombes. Elles portent des bombes, que ce soit dans le Sahel ou dans d'autres régions. Qu'est-ce qui les amène là? Quelle est la recherche? Quelles sont les motivations? Et c'est ça l'objet aussi de voir avec des think tanks comme le Policy Center où nous sommes aujourd'hui, de dire que si nous avons ces réflexions avec les académiques, avec les chercheurs et avec les institutions, de voir quelles sont les routes, quelles sont les causes profondes, quels sont aussi les défis qu'il faut relever et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter en tant que société par rapport à ces défis. Voilà là où nous sommes et maintenant dans les 20 ans à venir, nous pensons que l'Afrique pourra s'impliquer à faire taire les armes, parce que ça ne sera pas 2020 que nous le ferons. Les conflits, il y en aura toujours. Il faut voir comment nous faisons la médiation pacifique pour que ces conflits ne soient pas des conflits violents et qui ont des impacts négatifs sur le développement humain de nos populations. Il fallait le faire. C'est une demande des populations, mais aussi c'est une demande de la résolution 1325 qui dit que les femmes doivent être dans le maintien de la paix. Parce que quand on voit des contingents, moi j'ai vu des contingents au Libéria, contingents de femmes. Et quand j'ai interrogé les populations, en leur disant « Qu'est-ce que ça vous apportait d'avoir un contingent de femmes ?» Et ils me disent « Mais nous, à proximité, parce qu'on a été terrorisés, ce qu'on voulait, c'est des militaires qui nous terrorisaient, ou c'est des groupes armés qui nous terrorisaient. Nous n'avons pas confiance en eux. Mais quand nous avons des contingents militaires, femmes de police ou de sécurité, nous pouvons nous confier. On a se confier. Donc, on renforce la confidence, la confiance avec les populations. Et c'est ce que ça apporte réellement. C'est d'amener une autre dimension de la sécurité qui n'est pas seulement pure et dure militaire avec des armes, mais d'avoir aussi un contact humain avec ces populations qui ont été terrorisées pendant des années et des années. Donc ça, mais il faut l'accompagner. Parce que les femmes dans l'armée ont des besoins spécifiques. Par exemple, quand je vais en Somalie, où l'Union africaine a des contingents de militaires, de maintien de la paix, et que nous avons des groupes comme des groupes de contingents de l'Éthiopie qui ont une forte délégation de femmes, c'est de voir les besoins spécifiques en infrastructure. On voit les besoins des femmes, ce n'est pas les besoins des hommes. C'est la réalité. Les kits que nous distribuons sur le terrain, est-ce que ces kits-là répondent pour les femmes ou c'est, comme on dit, unisexe? Pour nous, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une différenciation, il faut en prendre compte. Mais également, quand les relations avec l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut? Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas le même travail que ces, mais les femmes sont capables de diriger, d'être pilotes. Ils sont capables, surtout que maintenant, les militaires, ce n'est pas les guerres que nous connaissons qui étaient des guerres physiques. Ça, c'est terminé. Tout se fait par les technologies. C'est des drones, etc. Donc les femmes ont accès maintenant à la connaissance comme les hommes, et des fois avec beaucoup plus de finesse d'ailleurs. Il y a des technologies où les femmes sont les plus performantes. Donc on se demande pourquoi les femmes et les hommes ne pourraient pas travailler ensemble pour amener la paix. Donc ce que nous voulons, c'est d'avoir plus de femmes, mais les sensibiliser et avoir des codes de conduite qui font que, quand ils sont déployés, qu'ils feront en sorte que, comme on dit, protection, mais plutôt que de faire ce qu'on voit des fois, des armées qui viennent et qui sont en train de meurtrir les populations au lieu de leur amener la paix et la sécurité. On a toujours tendance à croire que l'Afrique
n'a pas la promotion des femmes. Nous avons, si je regarde là où je suis placée, la Commission de l'Union africaine, nous avons la parité, 5 femmes, 5 hommes, au top niveau. Parité. Ceux qui dirigent l'Union africaine, c'est des femmes et des hommes. 5, c'est 10. La Commission de l'Union européenne n'a pas cette parité. Numéro 1. Les Nations unies ont décidé de faire la parité. Hein? Le secrétaire général Guterres a dit « je fais la parité ». Et il a mis ça en place. Il est en train de le faire. Mais il suit l'exemple de l'Union africaine qui le fait depuis plus de 15 ans. Donc ça, c'est l'Afrique est en avance par rapport à ce que les gens croiraient. Quand nous prenons également le protocole de Maputo, qui est le protocole sur les droits de la femme, je vous dis qu'il y a des provisions de ce protocole pour la protection de la femme en Afrique qui sont beaucoup plus progressistes que même des instruments que nous voyons en Europe ou aux États-Unis. Donc l'Afrique est en avance. Nous avons des femmes chefs d'État. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On en a, quand l'Afrique a des crises, on le confie aux femmes pour reconstruire. Ellen Johnson Sirleaf au Libéria. On lui a donné le Libéria à reconstruire. Elle l'a très bien fait. On a donné Catherine Samba-Panza la République centrafricaine de transition. Ainsi de suite. Les femmes sont là quand il s'agit de faire une transition et de rassembler et d'amener des communautés divisées. Parce qu'on sait que dans nos familles, nous ne sommes pas des groupes homogènes, mais nous essayons de vécu que nous avons, de nos expériences, d'appartenir à une ethnie, à une famille, à une communauté, et d'être marié dans une autre communauté, et d'avoir des enfants ailleurs, de pouvoir rassembler. La femme africaine a le don et a l'expertise de rassembler. Donc on nous donne toujours dans une communauté fragmentée de demander l'expertise des femmes, et nous le faisons. Malheureusement, la durabilité n'est pas là. Donc notre combat, c'est de faire que nous créions des plateformes pour mentorer des jeunes, pour qu'elles soient committed, pour faire en sorte que dans l'économie, que les femmes soient là, pas seulement dans la gouvernance politique, mais dans la gouvernance économique, les banques, nos secteurs agricoles, etc. Il faut que les femmes soient à l'avant-garde. 70% des femmes sont dans l'agriculture. C'est la plus grande partie. Mais elles ne maîtrisent pas la terre. On ne leur donne pas l'étude foncière. C'est les hommes qui le détiennent. Donc nous devons libérer ces phénomènes-là. On doit leur donner ces droits. Donc de ce fait, on se rend compte qu'au bout, c'est de combattre les discriminations qu'il y a, c'est de donner la place à la femme importante, économique, politique, sociale, culturelle, pour une transformation d'une société. Ce n'est pas de dire qu'on combat des hommes et à la place qu'on met des femmes, du tout. C'est de faire en sorte qu'il y ait une équité, qu'il y ait des droits respectés pour les hommes et pour les femmes, et qu'ensemble on puisse construire l'Afrique. Parce que sans les jeunes, les femmes et les hommes, ensemble, main dans la main, nous n'allons pas faire l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire une Afrique stable, une Afrique développée économiquement, et une Afrique qui, à travers le monde, a sa place et qui peut montrer qu'elle est capable de se prendre en main. Voilà ce que nous voulons, voilà l'agenda que les femmes africaines ont, et nous sommes ici aujourd'hui au Policy Center pour partager cette vision et voir comment travailler ensemble dans ce que nous savons faire, c'est bâtir le nouvel, l'homme ou la femme d'aujourd'hui et surtout l'homme et la femme de demain.